j'ai deux approches du problème. En tant que président de l'université, je tiens à vous le dire, le conseil d'administration de l'université a voté contre l'application de cette augmentation. Donc, en tant que président, je suis porté par mon conseil d'administration. Georges Haddad seul n'est pas l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, je ne suis que le représentant de mon université qui a voté contre. Et mon vote était contre. Donc il y a aussi le vote de Georges Haddad, je ne peux pas aller plus loin. Je trouve que cette décision me choque. En tant qu'Africain, en tant que citoyen du monde, elle me choque. Donc là, maintenant, je ne sais pas ce que le gouvernement va décider. Hein, vous le savez, nous sommes une université publique, nous devons appliquer les règles officielles, les lois, les décrets. Vous avez entendu parler de Parcoursup, qui a complètement changé les modalités d'accès à l'université. Certains y ont vu une sélection. Moi, je suis un peu plus mesuré. Hein. Je trouve que c'est plus une orientation et on le voit avec les taux de réussite qui vont monter. Mais en même temps, tout le monde doit avoir accès à l'enseignement supérieur. Il ne faut pas que Parcoursup exclue certains qui n'auront pas été choisis par les universités auxquelles ils voulaient accéder. Bon, ça c'est une autre affaire. L'augmentation des étudiants étrangers non européens, elle est arrivée au mois de décembre. Elle nous est arrivée dessus comme la neige. Parfois la neige, on peut la prévoir. On l'a prévue. Mais ça, on ne l'avait pas prévu. Parcoursup, on savait que les choses devaient évoluer. On savait que les modalités d'accès à l'université, après le bac, devaient évoluer. On ne pouvait pas rester sur le modèle ancien, avec des taux d'échec assez importants. Donc il fallait responsabiliser les universités. Mais cette question des droits d'inscription pour les étudiants non européens, donc africains en particulier, elle nous est tombée dessus. Personne ne s'attendait à ça. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est savoir comment le processus est mis en place, qui a pensé à ces mesures. Et puis maintenant, la question qui va se poser, et je vais être franc avec vous et clair avec vous, c'est que les universités qui n'appliqueront pas cette décision, si tant est qu'elle devient une loi, eh bien, vont se retrouver dans une situation budgétaire compliquée. Parce que là, nous avons reçu déjà des anticipations de l'application de cette loi de notre ministre, qui nous fait savoir combien de millions d'euros ça va représenter, l'application de cette loi. Donc je sais que pour une université comme la nôtre, qui est une université très internationale, si cette loi est appliquée, chez nous, elle va représenter 8 millions d'euros par an, en plus. Mais maintenant, la question qui se pose, d'abord c'est une question de justice et d'équité, et deuxièmement, c'est ces 8 millions d'euros qui vont venir des étudiants étrangers non européens, est-ce que le ministère va considérer qu'il ne doit plus nous les donner ? Et donc, est-ce que cela va représenter une économie pour le ministère en nous disant, voilà, vous avez gagné 8 millions d'euros grâce aux étudiants étrangers, donc je retire 8 millions d'euros de la dotation que le ministère nous attribue. Alors là, ça serait une double peine. Une peine morale, une peine éthique, morale éthique, et une peine budgétaire. Donc maintenant, l'affaire est à suivre. On verra ce qui va se passer. On verra ce que les présidents d'université et les universités, et les universitaires, et les syndicats, et les organisations universitaires vont faire sur cette décision, si elle devient réellement une décision officielle et réglementaire. Alors nous l'avons fait savoir, et puis après on verra. Si c'est la loi, je ne sais pas comment les choses vont se mettre en place. Est-ce qu'il y aura des bourses ? Est-ce qu'il y aura un traitement de faveur pour les étudiants venant d'Afrique ? Parce que là aussi, il y a un devoir, je l'ai dit, de la France, à l'égard de l'Afrique, et en particulier de l'Afrique francophone. Je pense que la France a construit une grande partie de sa richesse grâce aux ressources des pays africains, et je pense que le retour n'est pas encore à la hauteur de ce que nous devons et de ce que la France doit. Je l'ai dit, il faudra des siècles pour le faire. Et en particulier, les plus grandes richesses aujourd'hui sont les richesses nées de la connaissance, du savoir, des sciences,
Bien sûr, il y a les richesses naturelles, mais les plus grandes ressources aujourd'hui pour l'humanité, c'est le savoir et les compétences. Et donc là, nous avons tous à gagner à faire en sorte de partager nos moyens de formation au plus haut niveau, jusqu'à la recherche et au-delà, pour que tous les pays et les pays africains puissent se développer de manière forte, de manière convenable, et pour que nous arrêtions d'assister à ce drame humain auquel nous assistons tous les jours. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert. C'est une horreur. Quand vous pensez que peut-être en ce moment où je vous parle, des dizaines de jeunes et de moins jeunes sont peut-être en train de se noyer dans des embarcations de fortune. Mais c'est un drame. Comment pouvons-nous dormir tranquille? Moi, je ne le peux pas. Il y a effectivement un Italien qui a écrit un livre, en tout cas un jeune collégien qu'on a repêché et qui est décédé de... Il avait les notes dans sa poche. Mais ça me fait pleurer, ça. Bon, je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas envie de pleurer devant vous, mais ça me fait pleurer, c'est touchant. C'est touchant, ce jeune. Vous vous rendez compte, ce jeune qui venait vers l'espoir pour construire quelque chose, qui a dû fuir son pays, et qui est venu avec ses notes dans sa poche, son bulletin de notes, et il se noie. Mais attendez, mais c'est affreux. Bon, Bon, on va arrêter parce que ça me rend fou. Voilà. De nos jours, on voit que l'Europe se referme de plus en plus. C'est clair, c'est clair. Vous, avec votre expérience à l'UNESCO, en tant qu'universitaire, avec ce nouveau projet que vous avez pour une grande université européenne que vous avez dit que ça va être lancé, comment vous pouvez contribuer maintenant à un certain, en tout cas, ouverture, au plus de tolérance au niveau de l'Europe? Oui. Contrairement au repli de soi. Et ben voilà. Vous posez une question fondamentale et c'est une des missions de l'université. L'université, elle ne doit pas être uniquement focalisée sur les problèmes immédiats. Elle doit être une tour de garde, une tour de vigilance, comme un phare. Elle doit donner la direction. Elle doit amener la lumière là où il n'y a pas de lumière. Et le rôle de l'université, ce n'est pas simplement d'être efficace par la qualité des diplômes, etc., mais ça doit être un lieu de dialogue, un lieu de débat, un lieu de prise de conscience. Et l'université, elle doit interpeller les responsables politiques, de la même façon que d'autres institutions devraient le faire. Mais là, je ne vais pas m'occuper du reste. Moi, je suis un universitaire. Et une université silencieuse est pour moi une université coupable. Une université qui accepte tout et qui se ferme sur ses missions, et qui perd ce sens de l'ouverture à la société, d'être un acteur de la société, porteur de messages, porteur de critiques parfois, perd sa mission. Vous savez qu'aujourd'hui en France, nous sommes lancés dans le grand débat issu des Gilets jaunes. Bon, alors le président de la République va voir les maires des communes, il va voir les chefs d'entreprise, il va voir les représentants d'organisations syndicales. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent voir les présidents d'université, qu'il y ait un débat autour des présidents d'université et peut-être des directeurs d'écoles, etc., qui sont aussi porteurs de messages comme d'autres. Mais en particulier, les présidents d'université qui vont lui dire ce qu'ils pensent de l'avenir, ce qu'ils pensent de la citoyenneté et du rôle de l'université pour construire une citoyenneté, mais pas simplement une citoyenneté nationale, parce que le défi aujourd'hui, il est mondial. Et donc créer une vraie citoyenneté, ce qu'on appelle à l'UNESCO Global Citizenship. Une citoyenneté mondiale, globale. Et c'est ça le vrai défi. Moi, quand je forme un étudiant, c'est pas pour qu'il travaille uniquement en France ou qu'il fasse de la recherche en France. Je veux qu'il aille en Afrique. Je veux qu'il aille en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, un peu partout. Et puis, je l'ai dit, un jour, j'ai fait un rêve, pour ne pas plagier un grand monsieur qui est un phare pour l'humanité, Martin Luther King, malheureusement tué par la barbarie humaine. La barbarie, elle est humaine, elle n'est pas animale, elle est humaine. Et moi, j'ai fait un rêve, c'est que demain, les universités africaines auront atteint un tel niveau de qualité que les meilleurs étudiants français et européens disent « Moi, je veux aller terminer mes études en Afrique, parce que c'est là qu'il y a l'excellence. » Et on peut y arriver.
Tous les moyens sont intellectuels, vous les avez. Il suffit justement que vos politiques comprennent les enjeux. Et les comportements, là aussi, doivent être changés, les mentalités, en Europe comme en Afrique. Hein, je ne veux pas prendre position parce que j'ai un devoir de neutralité. Mais bon, là, il va falloir travailler sur les mentalités. Ça va prendre du temps. Mais je suis persuadé, vous viendrez me le dire de là-haut, vous m'appellerez, hein, vous direz, Monsieur Haddad, votre rêve se réalise. L'université de Dakar, l'université Cheikh Anta Diop, l'université de Saint-Louis au Sénégal, Gaston Berger, que j'ai connu, hein, parce que moi on avait un bureau à l'UNESCO, le BREDA, le bureau régional pour l'éducation en Afrique. Moi j'y allais tous les ans là-bas, j'ai organisé des conférences, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Yaoundé, que ce soit, je sais pas, bon, à Abidjan, etc. Le potentiel est là. Vous l'avez, le potentiel. C'est la jeunesse. Un potentiel que l'Europe est en train de perdre. Parce que l'Europe vieillit. L'avenir vous appartient. Donc là aussi, c'est très important de le dire. Donc, voilà ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'université ne doit pas rester silencieuse. Elle ne peut pas rester passive. Elle doit être un acteur social, engagé, sur toutes les questions d'actualité, qu'elles soient politiques ou autres. Les citoyens que nous formons, ce ne sont pas simplement des robots, certainement pas des robots, ce sont des jeunes et des moins jeunes, tout au long de la vie, qui pensent, qui critiquent et qui participent à la démocratie telle que nous essayons de la maintenir. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'en Europe, il y a des retours de populisme, de nationalisme qui m'inquiètent. Et la France pourrait un jour, elle aussi, basculer dans ce drame, dans cette dérive, si nous n'arrivons pas politiquement, par nos responsables, à prendre la mesure de ces enjeux, de ces défis et de ces périls. Donc il y a des périls importants, mais des promesses extraordinaires. Donc essayons d'être à la hauteur des promesses. Merci M. Georges Haddad, merci de nous avoir accordé cet entretien ce week-end. Merci à vous. Hein. C'est toujours un bonheur pour moi de parler à des jeunes talents. Et vous êtes toutes et tous très beaux. Merci. Très, très beaux. Mais d'une beauté intérieure aussi, qui me touche beaucoup. Merci.